Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce mercredi 13 février. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. La ville de Madrid, théâtre d'une double actualité avec tout d'abord la suite du procès des indépendantistes catalans. Et puis aussi car le Parlement espagnol a rejeté le budget du Premier ministre Pedro Sánchez, ce qui ouvre la voie à des élections anticipées en Espagne. La Belgique a tourné au ralenti aujourd'hui en raison d'une grève générale qui a fortement impacté les transports, notamment le trafic aérien. Le mouvement lancé à l'appel de 3 syndicats porte sur une hausse des salaires. Le président contesté du Venezuela, Nicolás Maduro, affiche sa confiance dans une interview donnée à Euronews. Selon lui, l'opposition a échoué dans sa tentative de prendre le pouvoir. Maduro dénonce également la position de l'Union européenne. Et puis, quand le cinéma s'empare de l'actualité, grâce à Dieu, le dernier film de François Ozon se penche sur un scandale de pédophilie dans le diocèse de Lyon. Le réalisateur français répond à nos questions dans ce journal. Bienvenue, s'oriente-t-on vers des élections anticipées en Espagne? L'hypothèse est fort probable après que le Parlement a rejeté le projet de budget du Premier ministre Pedro Sánchez. Au pouvoir depuis 8 mois, ce dernier subit donc un véritable camouflet. Il a été lâché par les indépendantistes catalans. C'est un scénario qui se dessine de plus en plus. Après le rejet du budget par le Parlement ce mercredi, Pedro Sánchez devrait convoquer des législatives anticipées. Le chef du gouvernement est arrivé au pouvoir après une motion de censure contre son prédécesseur Mariano Rajoy et grâce aux voix des indépendantistes dont il a toujours besoin. Les partis catalans l'ont sanctionné faute de discussion sur l'autodétermination. À cela s'ajoute une forte opposition de la droite que le gouvernement n'a pas tardé à blâmer. Aujourd'hui, il a été prouvé que la droite dans ce pays essayait de freiner le progrès social présent dans ce budget. Ils essaient d'empêcher le pays d'aller de l'avant et posent donc toutes sortes d'obstacles pour empêcher que la reprise économique n'atteigne les familles, qu'elle se diffuse sur tout le territoire et devienne une réalité pour tous les habitants de tout le pays. Pourtant, selon certains analystes, le gouvernement de Sánchez était condamné dès le début. Une partie de l'opposition n'a pas accepté le poste qu'il a eu au gouvernement sans vraiment gagner des élections. Il a réussi à créer une majorité parlementaire pour vaincre Rajoy, mais il s'agissait d'une coalition négative contre Rajoy. Lorsqu'il a eu besoin de créer une majorité parlementaire stable, il n'avait tout simplement pas assez de voix. Pedro Sánchez annoncerait sa décision vendredi après le Conseil des ministres. Des dates pour ces élections ont fuité comme le 14 et le 28 avril. Certains sondages donnent le parti populaire Ciudadanos et le parti d'extrême droite Vox en mesure de former une majorité au niveau national. Tout près du Parlement à Madrid se poursuit le procès des 12 leaders indépendantistes catalans accusés de rébellion et pour certains de détournement de fonds. Ils encourent de lourdes peines de prison. Aujourd'hui, le parquet espagnol a rejeté les accusations de procès politique. Olivier Peggy. La suite du procès des dirigeants indépendantistes catalans. Ils sont jugés à Madrid depuis ce mardi pour leur rôle dans la tentative de sécession à l'automne 2017. Ce deuxième jour d'audience a été marqué par les déclarations des procureurs de la Cour suprême. Ils ont rejeté l'idée que ce procès soit un procès politique, comme les avocats de la défense l'ont affirmé ce mardi. Se pretende transformar en víctimas de una persecución política. Leur but est d'ériger en victime d'une persécution politique des individus qui ont gravement violé l'ordre constitutionnel. Ils cherchent ainsi à mettre sur le banc des accusés l'État, celui-là même qui, pour faire face à cette agression, a eu recours au seul outil acceptable dans une société démocratique, à savoir l'application de la loi. Autre procureur à s'exprimer, Fidel Cadena, il a invoqué l'unité territoriale. Ce n'est pas à quelques personnes de décider ce qui appartient à tous. La province de Ségovie n'appartient pas aux Ségoviens. Pareil pour la province de Saragosse, pareil pour la Catalogne. Les provinces appartiennent à tous. Ce procès très attendu en Espagne doit durer près de 3 mois. Les accusés sont poursuivis pour rébellion et, pour certains d'entre eux, pour détournement de fonds publics. Ils encourent des peines de 7 à 25 ans de prison. Le grand absent de ce procès, c'est l'ancien président catalan Carles Puigdemont qui a fui en Belgique.
Les débats de ce mercredi ont été suspendus à la mi-journée et doivent reprendre ce jeudi matin avec l'interrogatoire de l'ex-vice-président catalan Oriol Junqueras. Dans l'actualité également, des avions cloués au sol, des quais sans train, des métros à l'arrêt. La Belgique était en partie paralysée aujourd'hui par une grève générale lancée par 3 syndicats. Les revendications portent sur les salaires. Grégoire Laurie. La Belgique tournait au ralenti ce mercredi. Les syndicats ont appelé à la grève nationale. Le mouvement a particulièrement perturbé les transports et les administrations. Les organisations syndicales réclament une hausse des salaires et des retraites, ainsi que de meilleures conditions pour les fins de carrière. Il faut des emplois de qualité, des emplois avec une meilleure rémunération et de meilleure qualité. Nous voulons plus de justice sociale, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La mobilisation en Belgique s'inscrit dans le cadre national, mais pour la Confédération européenne des syndicats, la contestation sociale traverse l'ensemble de l'Union européenne, même si les revendications varient d'un État membre à l'autre. Par exemple, dans le nord et le centre de l'Europe, comme en Belgique, il y a une forte demande d'augmentation des salaires. Dans le sud, il y avait une forte concertation collective et un bon développement salarial, mais il y a eu la troïka et des politiques d'austérité, et tout cela a démantelé le système industriel qui existait. Selon la Confédération européenne, au cours des 10 dernières années, les salaires réels ont diminué en moyenne de 30% dans l'Union. On en vient désormais à cette polémique en France autour d'une pratique de plus en plus répandue, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Un groupe Facebook privé baptisé la Ligue du LOL vient d'être démasqué. Ses membres issus du journalisme, de la publicité ou de la communication harcelaient des confrères et en particulier des femmes. Certains voient à travers cette affaire un nouveau MeToo. Les détails avec Raphaël Vivant. L'affaire de la Ligue du LOL continue de secouer le monde médiatique français. Au début des années 2010, plusieurs hommes, principalement des journalistes réunis dans un groupe Facebook secret, se sont livrés à du cyberharcèlement sur Twitter. Leurs victimes, quelques hommes, mais surtout des femmes, pour la plupart journalistes et identifiées comme féministes. Un cyberharcèlement très éprouvant, comme l'explique l'avocat Éric Morin, qui a défendu des victimes sur ce type d'affaires. La victime de cyberharcèlement, lorsqu'elle reçoit ce type de message, par dizaines ou par centaines, elle ne peut pas les balayer d'un revers de main. Elle ne peut pas faire autrement que de les prendre pour quelque chose de vrai. Ça va affecter sa santé psychique, sa santé mentale, sa santé tout court. Ça va affecter même le déroulement de sa carrière. Après ces révélations, plusieurs membres ou anciens membres de la Ligue du LOL ont présenté des excuses publiques. Plusieurs journalistes ont été mis à pied, notamment dans le quotidien Libération et l'hebdomadaire Les Inrocks. Au Venezuela, à présent, on continue d'assister à un face-à-face entre, d'un côté, le président autoproclamé Juan Guaidó, reconnu par les États-Unis et par plusieurs pays européens, et de l'autre, le président en exercice Nicolás Maduro, qui bénéficie, lui, toujours de soutien de puissances comme la Russie ou la Chine. Les partisans des deux camps ont manifesté hier pour faire pression sur l'armée, pilier du régime. Notre correspondante Annelise Borges s'est rendue au palais présidentiel à Caracas, où elle a pu rencontrer Nicolás Maduro. Le président vénézuélien semble confiant. Pour lui, l'opposition a d'ores et déjà échoué. Il en appelle au dialogue. Ils aspiraient à un coup d'État militaire, mais ils ont échoué. Ils ont joué leurs cartes, mais c'est terminé. C'est ce qu'a déclaré le président contesté du Venezuela, Nicolás Maduro, en parlant de l'opposition à notre envoyé spécial, Annelise Borges. Dans cet entretien en tête-à-tête à Caracas, il a aussi dénoncé le manque d'indépendance des Européens. Je crois que Federica Mogherini, l'Union européenne et les gouvernements piliers de l'Europe ont fait une énorme erreur. Ils n'ont écouté qu'un seul bord, ils n'ont prêté attention qu'à une seule opinion. Ils n'ont pas écouté notre pays dans son entier, qui veut du dialogue, de la compréhension et du respect. Ils ne nous ont pas écoutés, nous qui détenons la voie du vrai pouvoir.
Je pense que l'Europe s'est associée aveuglément aux mauvaises politiques de Donald Trump et que Donald Trump a ignoré l'OTAN et l'Union européenne, leur a tordu le bras et les a forcés à adopter une politique qui a endommagé le Venezuela. C'est le 24 janvier que Juan Guaidó, président du Parlement, s'est autoproclamé président du Venezuela par intérim. Depuis, il a été reconnu comme tel par les États-Unis et des dizaines de gouvernements, et Guaidó a tenté de faire pencher les militaires du côté de l'opposition. C'était de la folie. Ils aspiraient à un coup d'État militaire, mais ils ont échoué. Ils ont joué leur carte, mais c'est terminé. Et vous pensez vraiment qu'ils ont échoué ? Je sais ce que je dis. Retrouvez l'intégralité des 20 minutes d'entretien ce soir sur Euronews. C'est le pays le plus peuplé du continent africain. Le Nigeria s'apprête à se rendre aux urnes pour la présidentielle. Les électeurs devront choisir entre plus de 70 candidats. Parmi eux, l'ex-vice-président Atiku Abubakar et le président sortant Muhammadu Buhari, dont l'un des derniers meetings a été marqué par des incidents. Reportage Raphaël Tavernier avec nos équipes d'Africa News. Dernière ligne droite au Nigeria avant les élections générales prévues samedi. La campagne électorale s'est terminée comme elle avait commencé, sous tension. Plusieurs personnes ont été tuées ce mardi à Port Harcourt, dans le sud-est du pays, lors d'une bousculade à la fin d'un meeting du président sortant. Muhammadu Buhari brigue un second mandat. Lutte contre la corruption, traque du terrorisme et relance de l'économie sont quelques-unes de ses promesses de campagne. Pour ses partisans, il est l'homme dont a besoin le Nigeria. Muhammadu Buhari est un grand homme de notre temps. Il a chassé ceux qui étaient corrompus, tous les voleurs du Nigeria, ceux qui ne veulent pas un avenir meilleur. Nous devons faire preuve de patience. Nous pouvons gagner en avançant doucement mais sûrement. Avec le temps, tout ira bien et je pense que le président fait bien les choses. Muhammadu Buhari du Congrès des progressistes affrontera l'ancien vice-président Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire qui a fait lui de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Les années passées, les gens se sont plaints. Je crois personnellement que l'opposant Atiku peut permettre d'améliorer les choses. Il ne reste que quelques jours avant l'élection présidentielle nigériane et le président Muhammadu Buhari est de plus en plus critiqué pour sa gestion de l'économie du pays. La pauvreté augmente et certaines régions sont en proie à l'insécurité. Ce samedi, les Nigérians auront le choix entre reconduire l'actuel président pour un second mandat ou opter pour le changement. Allez, du cinéma pour terminer ce journal, on s'intéresse au dernier film de François Ozon, Grâce à Dieu, qui est présenté en compétition à la Berlinale. Le réalisateur français aborde un sujet d'actualité particulièrement sensible, un scandale de pédophilie dans le diocèse de Lyon. Wolfgang Spindler, Laura Berlioz. À 40 ans, Alexandre se retrouve face à son traumatisme d'enfance. Il découvre avec stupeur que le père Prénat qui a abusé de lui est de retour à Lyon. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre. Des actes passés sous silence par le cardinal Barbarin, ce scandale de pédophilie est au centre du dernier film de François Ozon. Pour moi, ce film, c'est pas un film politique. Je considère ce film plus comme un film citoyen qui participe au débat public sur le silence autour des institutions et particulièrement sur la pédophilie au sein de l'Église française. L'affaire Prénat-Barbarin n'est qu'un prétexte finalement pour parler des victimes et parler des effets que la libération de leurs paroles a provoqué, les répercussions qui ont suivi. J'attends depuis toujours ce moment, que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat? Ouais, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Certaines victimes ont trouvé le courage de parler et ont créé l'association La Parole Libérée. Elles attendent beaucoup de ce film. Aujourd'hui, il y a un film et
Et je pense que ça apporte d'abord une chronologie et une vision complète en fait de cette histoire. Et je pense que ça permet un vrai débat de fond et une vraie conscientisation. Ce combat, on le fait aussi pour les enfants, pour que voilà, ils puissent à la fois parler et pour qu'enfin ce fléau soit combattu. Ce lundi, il a été diffusé en avant-première à Lyon. Une soirée sous haute sécurité pour un film qui fait polémique au sein de l'Église et de ses fidèles. L'avocat du père Prénat demande le report de la sortie du film après son procès. S'il échoue, Grâce à Dieu sera bien sur les écrans, comme prévu, le 20 février. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à bientôt.